Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Nous sommes donc à l'école de Tunis à Marseille avec des étudiants en bachelor, 3e année, tourisme, hôtellerie. Et nous avons une invitée qui s'appelle Déborah Pardoux. Alors je vais te laisser te présenter parce que tu as plusieurs casquettes. Je sais que tu es scientifique, je sais que tu es conférencière, je sais que tu es une femme engagée dans la cause écologique, tu es entrepreneuse et je pense avoir oublié d'autres casquettes. Donc voilà, je te laisse le soin de te présenter. Donc, j'ai eu une première carrière en tant que chercheur dans des grands instituts de recherche internationaux, modélisatrice des populations d'albatros. Et cette casquette de scientifique, même si j'ai quitté le monde académique, je la garderai toujours, puisque c'est ma façon de voir le monde et de l'étudier et de le transmettre. À côté de ça, j'ai développé une carrière d'entrepreneur à impact, puisque je voulais aider les femmes à entreprendre dans le domaine de l'environnement, en utilisant la voile comme levier de développement de leadership. Et j'ai dû fermer cette structure l'année passée. Mais en parallèle, comme je ne me rémunérais pas entièrement avec ça, j'ai toujours, depuis que j'ai quitté la recherche, eu une casquette à la fois d'exploratrice au sens propre, puisque je suis guide naturaliste sur les bateaux de croisière, notamment en Antarctique, puisque c'est les écosystèmes que je connais le mieux, mais aussi de conférencière pour inspirer les chefs d'entreprise, les managers, à agir pour la protection de l'environnement. Donc j'utilise des leviers basés sur l'optimisme environnemental, au lieu de la culpabilisation et d'asséner des mauvaises nouvelles comme le font les autres scientifiques. Et je suis aussi administratrice indépendante pour justement être au cœur des conseils d'administration des entreprises et porter la voix de l'environnement stratégiquement dans ces boîtes. Quelle stratégie on doit adopter justement pour avoir un discours qui donne envie et pour s'engager, vu que tu es guide naturaliste, tu as une relation avec le tourisme et je me souviens on s'était rencontrés par rapport à ça et tu m'avais dit ce qui est intéressant quand les gens sont en voyage, c'est qu'ils ont cette fenêtre ouverte pour recevoir des informations, etc. Donc, à ton avis, de quelle manière on peut aborder ça ? Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de parler aux gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà engagés dans plein de modalités d'action, notamment associatives ou dans l'entrepreneuriat impact, ce qui était mon monde d'avant. C'est pas de parler à des gens qui en ont rien à faire et qui sont proches de la retraite et qui changeront pas et qui ont un mindset pas flexible. C'est de parler aux gens qui savent, et il y en a de plus en plus, et ça bouge vite, aux gens qui savent que prendre en compte les problématiques environnementales, ça va être fondamental dans les années à venir, et que ceux qui sont les plus prêts, enfin ceux qui sont pionniers dans ce domaine, même s'ils galèrent un petit peu au début et c'est facile de s'en moquer, vont être ceux qui sont les mieux outillés pour que leur organisation, elle, se maintienne avec le monde de plus en plus complexe et incertain qu'on est en train de créer avec ces bouleversements environnementaux. Donc moi, vu que je veux parler à ces gens-là, ma mission aujourd'hui, c'est plus de publier des articles scientifiques, c'est plus de former des entrepreneurs à impact, c'est d'aller au cœur du réacteur économique, en gros, pour inciter les leaders à adopter une méthode que moi j'appelle leadership d'envergure pour agir. Alors là, on est entouré de futurs leaders, de futurs acteurs dans le tourisme. Ils ont une vingtaine d'années. Quels conseils tu pourrais leur donner ? Ne suivez pas le mouvement. C'est trop facile, c'est très confortable. Et c'est pas très motivant, c'est pas très stimulant. Et je pense que vous avez un bon prof là pour vous montrer qu'on peut faire autrement. Et que quand on remet du sens dans ce qu'on fait, quand on sait pourquoi on le fait, et qu'on a les tripes sur la table, et ben c'est meilleur pour les équipes, c'est mieux pour tout le monde en fait. Mais ça demande d'avoir le courage de faire différemment de la norme. Cette norme qui fonce droit dans le mur. Donc moi je trouve ça super excitant. Il y en a qui préfèrent rester planqués et faire l'autruche. Tant pis pour eux.
Mais si vous avez l'envie de faire autrement, vu l'urgence, il y a plein de façons de faire. Là, tu reviens d'un voyage en Antarctique. C'est pas la première fois que tu y vas. Ça fait plusieurs années successives. Quelles sont tes observations, justement? Est-ce que tu as vu des changements qui peuvent être significatifs sur peut-être les impacts des dérèglements climatiques, peut-être sur la biodiversité aussi? Qu'est-ce que tu as observé? Alors, on me pose très souvent cette question et ma réponse c'est je ne vois pas de changement parce que j'y vais de façon ponctuelle et je ne vais pas toujours au même endroit. Donc moi ce que je peux voir c'est de la glace qui se casse, par exemple un iceberg de 40 mètres qui va se briser devant nous, ça m'est déjà arrivé. Et en général les gens ils disent oh, c'est le changement climatique, mais pas forcément. Ça peut être, c'est essentiellement la saison, puisque c'est l'été, la glace fond, c'est normal. Pour avoir la preuve que c'est dû au changement climatique, et on sait que ça a une grosse influence dans certaines zones de l'Antarctique, il faut de la donnée qui mesure la taille d'un glacier et qui dit, même si en hiver sa taille augmente, par rapport à sa moyenne en été, il est plus loin que d'habitude sur les 10 dernières années. Il est plus court que d'habitude sur les 10 dernières années. C'est la donnée qui nous permet de valider cette hypothèse-là. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ça m'est déjà arrivé d'être témoin d'événements climatiques extrêmes. Donc, on sait, d'après les rapports du GIEC, vous connaissez le GIEC ? On n'y est pas encore arrivé, mais... Le groupement intergouvernemental des experts pour le climat, en gros, c'est des milliers de scientifiques spécialistes du climat qui se mettent ensemble pour publier des rapports qui disent en gros ce qui se passe réellement et qui contredisent à 99,9% les climato-sceptiques qui prennent trop de place sur la piste médiatique aujourd'hui. Et donc le GIEC dit que les événements climatiques extrêmes dus au changement climatique vont augmenter en fréquence, en intensité, en imprévisibilité. Et ça, je le vois sur le terrain. Je le voyais déjà dans les données sur les albatros. Avec certaines années, aucun bébé albatros sur les 300 qu'on suivait qui n'a survécu. Ou alors dans des colonies de manchots où des fois on arrive et le manchot il est recouvert de neige jusque-là, ou alors il crève de chaud et du coup il abandonne son nid pour aller dans l'eau. Donc ça on le voit d'une année sur l'autre. Et ensuite la grosse news cette année, et c'est pour ça que nous on était hyper vigilants, y compris en suivant les réglementations de IATO, qui est l'organisme international qui régit les opérateurs du tourisme en Antarctique, qui est très strict et qu'on respecte beaucoup, avec les compagnies pour lesquelles je travaille, sinon je ne travaillerais pas pour eux. Et là, on sait que la grippe aviaire est arrivée en Antarctique il y a quelques mois, même pas, quelques semaines, et qu'il y a les premiers albatros qui commencent à mourir, les premiers phoques qui commencent à mourir. Étant donné les densités de reproduction, ça peut être assez catastrophique. Donc ça, c'est pas lié au changement climatique, mais moi, je suis une avocate de la compréhension des enjeux environnementaux dans leur globalité. Il y en a 5, des vrais enjeux environnementaux. Le changement climatique en est un, la pollution, l'introduction d'espèces invasives et de maladies. La grippe aviaire, elle vient du fait qu'on a maltraité beaucoup d'animaux génétiquement identiques dans des conditions folles. Donc, c'est un vecteur d'introduction de maladies. La surexploitation des espèces, avec la domestication intensive notamment, et l'exploitation des espèces en danger. Et le dernier, c'est la dégradation des habitats. En gros, la déforestation, l'urbanisation, tout ça. Donc en fait, on réfléchit tout le temps au problème environnemental. Changement climatique, c'est une grave erreur. Il y a 5 enjeux environnementaux qu'on doit adresser aujourd'hui avec les solutions qu'on propose dans chaque activité professionnelle. Alors comment les hôteliers, les acteurs du tourisme pourraient développer justement une démarche, une réflexion pour réduire leurs impacts sur l'environnement, sur la biodiversité? C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai eu une discussion récemment sur le tourisme régénératif, c'est-à-dire pas seulement celui qui va réduire son empreinte au maximum, mais aussi qui va essayer d'avoir une empreinte positive. Et je vois plus. Il y a plein de sujets qui sont liés, notamment au niveau social aussi, puisque le tourisme crée
de l'emploi, de la valeur économique quelque part. Et il y a différents types de tourisme. Il y a du tourisme de masse, il y a du tourisme de luxe. Moi, mon expérience, elle est dans le tourisme de luxe, c'est-à-dire qui s'adresse à des personnes qui ont une forte empreinte environnementale et qui ont plein de petits trucs qui servent à rien qu'on pourrait enlever. Donc là, sur les bateaux, il y a des efforts qui sont faits en termes de déchets. Tous les déchets alimentaires sont triés, broyés et balancés à la mer, dans les zones qui ne craignent pas. Tous les déchets non alimentaires sont triés et débarqués, triés dans les villes de débarquement, où moi je ne sais pas ce qu'il advient. Typiquement, quand on est dans les pays du Sud, est-ce qu'il y a les systèmes de traitement des déchets? Je ne sais pas, mais je pose la question. En termes de réduction le truc principal, c'est pas de recycler, c'est de réduire la quantité de déchets. Si on s'adresse juste à la problématique de pollution. Donc là, ils ont mis des gourdes aux passagers, ils ont mis des push-push dans les douches au lieu de mettre des petits trucs comme ça. Ils lavent peut-être moins les serviettes, mais c'est minime. Ces choses-là sont minimes. Elles nous donnent bonne conscience, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut remettre à plat tous les process et voir ce qu'on peut faire différemment. Ça implique de donner envie aux équipes d'en faire partie et pas de leur imposer comme une contrainte. Ça, pour moi, c'est fondamental, de co-créer avec les équipes et pas de dire oui, parce qu'on doit faire de l'écologie, vous devez passer 3 fois plus de temps à nettoyer ça comme ça. Ça peut pas marcher. Et puis peut-être aussi avoir une notion de sobriété, c'est-à-dire au lieu de proposer 5 types de poissons au buffet, en proposer qu'un, bien montrer sa provenance, bien montrer son type de pêche. Est-ce que c'est une pêche qui est durable ou pas? Quelles ont été les conditions d'élevage? Par qui? Dans quel pays? Comment ça a été transporté? Enfin, il y a énormément de questions à se poser vraiment pour réduire l'empreinte sur les 5 leviers dont je vous ai parlé. Donc ça implique pas juste de faire des mesures à la surface, comme arrêter les bouteilles en plastique ou mettre des push-push ou mettre l'affiche comme quoi on est green et les serviettes, on les lave que si elles sont par terre, ce qui n'est pas respecté en plus. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir une approche, ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire de regarder la complexité du système de traitement de tout et de création de tous les services que vous allez créer et de reprendre à la base de tout en disant « Ok, qu'est-ce qu'on peut éliminer? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Quelles sont vos idées, vous qui êtes sur le terrain dans les laveries, vous qui êtes sur le terrain dans les restaurants, vous qui êtes sur le terrain à la réception ou à l'accueil? Comment on fait pour améliorer les choses ?» Et ça doit devenir pas un chantier, mais un engagement responsable collectif de toute l'équipe. Alors ça demande aussi une modification dans la gouvernance. Complètement. Parce que justement, quand on discute, il y a toujours cette notion de hiérarchie, du fameux pourquoi aussi, pourquoi on fait ça, etc. Selon les établissements, c'était une décision qui vient d'en haut, mais en bas n'est pas forcément impliqué dans la mise en œuvre, etc. Et ça me rappelle une histoire d'ailleurs de ces fameuses serviettes qu'on invite les clients à ne pas changer. L'information est toujours cachée quelque part déjà. Et puis quand il y a l'information, moi je laisse la serviette juste comme un test et je vois souvent que ma serviette elle est changée. Et donc un jour j'ai discuté avec un directeur d'hôtel et je lui ai posé la question et il m'a dit je comprends pas, etc. Et en creusant, on s'est rendu compte que dans les process dont tu parles, changer les process, eh bien les salariés, ceux qui font, donc c'est ceux qui savent parce que c'est ceux qui font, eh bien ils ne sont pas impliqués dans le changement du process. Et donc ma question c'est comment justement changer cette gouvernance, changer cette approche et impliquer ces équipes dans la réflexion, mais aussi je pense aussi dans la montée en connaissance, parce que nous n'avons pas tous le même niveau de connaissance. Il y a des choses qu'on perçoit et d'autres pas. Comment on fait? Je vais parler de là où je suis moi, et après c'est à vous de trouver aussi les solutions de là où vous serez vous. Moi, là où je suis moi, en tant que conférencière scientifique, je bouge énormément les gens quand ils m'invitent en conférence, et c'est rare quand il y a tout le staff. Soit je vais en conférence dans une entreprise et il y a tout le staff, mais c'est rare. Soit je vais en conférence pour les managers ou pour les chefs d'hôtel de plein d'hôtels différents. Et moi, je les bouge émotionnellement. Je leur aide à comprendre
la globalité des enjeux et je leur aide à comprendre qu'ils croient qu'ils ont raison sur plein de trucs, mais en fait non. Et ça, je leur fais une démonstration en live avec un quiz, comme ça, ils n'ont pas le choix. Et après, je leur apporte pas forcément des solutions, puisque je pense que les solutions, c'est à eux de les trouver, mais je leur apporte une démarche, c'est pour ça que j'appelle ça du leadership, pour se rendre compte qu'ils ont plein de bugs et de fausses excuses qui rebalancent la faute sur les autres ou qui leur apportent du temps en se disant que l'environnement, c'est jamais la priorité, puisqu'il faut s'occuper des salariés, il faut s'occuper des fournisseurs, il faut s'occuper du bilan. En fait, l'économie prend toujours le lead sur le reste, alors que l'environnement, c'est un investissement sur le long terme. Donc, en fait, c'est la priorité. Moi, je leur montre, je leur débug ces choses-là, et après, je leur montre certains changements de paradigme qui sont en cours, notamment la croissance de la démographie humaine qui va s'arrêter là, dans pas longtemps. Donc en gros, on sera au maximum de nombre d'humains de l'histoire de l'humanité. On ne parle plus de croissance exponentielle, c'est terminé. Donc à partir du moment où on sait qu'on est le nombre maximum d'humains, ce qu'il faut changer, c'est l'empreinte environnementale de ceux qui consomment le plus, donc nous. Et ça, c'est un choix qui est éminemment politique, donc qui est porté par les valeurs du dirigeant. Et c'est un choix qui est éminemment émotionnel, qui doit être accompagné par des experts ou par des discussions sincères et authentiques dans les équipes. Et donc l'autre changement de paradigme principal, c'est que c'est dans les modes de gouvernance. On ne peut plus être dans un mode de gouvernance complètement hiérarchique avec le boss qui sait et qui te dit comment tu dois faire. Vu le monde VUCA dans lequel on évolue, vulnérable, incertain, complexe et ambigu, du fait des changements environnementaux qui rendent imprévisibles plein de choses, le leadership se doit d'être plus horizontalisé et de mettre de l'intelligence collective, notamment à la verticale avec toutes les équipes pour comprendre comment ça se passe sur le terrain pour un tel, et prendre des décisions. Et ça va demander aux leaders de tomber le masque, d'être vraiment authentique, de remettre les valeurs au centre et d'accepter leur vulnérabilité. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand tu parles de discussion, on parle souvent dans les entreprises de communication. Alors on communique à nos salariés, ceci, cela, etc. Mais on n'établit pas un dialogue, un discours justement qui est à double sens, où on essaye d'écouter l'autre et de partager, etc. Et je crois que c'est important, c'est de rétablir le dialogue au sein de l'entreprise à 360 degrés, où le dirigeant doit mettre en retrait son ego et laisser justement ses équipes aussi s'exprimer, parce que c'est ces équipes qui vont faire la réussite de ces initiatives, personne d'autre. Et ça, c'est pas fait parce souvent les équipes dirigeantes se disent c'est une perte de temps, alors qu'en réalité, ça fait gagner du temps sur le long terme. Et c'est parce qu'on a tout le temps cette vision court-termiste que c'est pas rentable, parce qu'on a aussi que la valeur financière qui est calculée, que c'est pas rentable de faire ces investissements sur le long terme, parce qu'on court, en tant que chef d'entreprise, et je l'ai été aussi, on avait 20 personnes, on a levé 1 million d'euros avec mon mouvement, ça a été, j'étais comme un hamster dans ma roue, quoi. J'en avais perdu, comme on courait toujours après plein de choses, moi j'en avais perdu le sens de ce que je faisais. Et personne me l'a dit de l'extérieur. Donc après, les gens, ils marronnent sur certains sujets, mais en fait, vous voyez bien que je suis cramée. Aidez-moi à sortir de ma roue de hamster, et si j'accepte, et là, on peut avoir une vraie discussion. Alors, maintenant, je vous invite à poser des questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser à Déborah, justement sur comment se mettre en mouvement, peut-être à votre niveau déjà, comment vous mettre en mouvement, tout en sachant que c'est vrai, vous êtes alternant dans une entreprise et qu'il y a sûrement des contraintes XY selon l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais ce qui ne veut pas dire que ça ne vous empêche à faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser? Est-ce que selon vous, la génération qui arrivera à mettre en place de réelles opportunités pour faire changer l'hôtellerie au niveau écologique? De toute façon, si on dit non à cette question, on s'arrête maintenant. Non, c'est une évidence. Là, il y a des signaux faibles
En gros, il y a plein de petites, même pas petites, il y a plein d'initiatives qui fourmillent partout. Et comme je suis statisticienne, la plupart des choses suivent une loi normale. Quand on dit c'est normal, ça veut dire que la majorité des gens est sur la moyenne. Et aujourd'hui, la normalité, c'est de ne pas faire assez. Donc, vu qu'il y a plein d'initiatives qui fourmillent, à un moment donné, statistiquement, il va y avoir une nouvelle norme qui s'établit. Ça sera moins rentable ou moins classe ou moins attirant pour recruter du monde que de ne pas bouger. Et donc, la masse va bouger, on va créer une nouvelle norme. Donc moi, je suis convaincue de ces mouvements statistiques. D'ailleurs, tous les grands mouvements, tous les grands changements, que ce soit l'abolition de l'esclavage, l'accès à une nouvelle technologie, ont toujours fonctionné par des gens qui le font au départ, qui ne sont pas beaucoup, et après, ça bascule. Donc oui, on peut y arriver. Et je pense qu'on ne devrait pas mettre la responsabilité uniquement sur cette génération. Non, parce qu'il y a la mienne qui est encore potable. Hein. C'est-à-dire que toutes les générations sont concernées. Quel que soit notre âge, nous sommes tous concernés. Et donc, je crois aussi, c'est pas de mettre la responsabilité sur un. La responsabilité, elle est globale, elle est sociétale, et je crois que c'est important. Et donc, on rétablit à nouveau ce dialogue dont je parlais tout à l'heure. Et moi, tout à l'heure, tu me demandais de vous donner un conseil. Donc, le premier conseil, c'était... Ne pas suivre le cadre. Merci. De ne pas rester dans cette norme bête et facile. Voilà. Ce que j'appelle, moi, le moutonisme. Essayez de vous en rappeler, quand même. Et le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas d'être... on entend souvent la génération qui doit trouver les solutions. C'est faux. Il y a plein de générations et il y a plein de gens qui sont actifs. C'est à eux de trouver les solutions ensemble. C'est pas ni votre responsabilité ni votre devoir. Ça doit être une envie qu'on partage parce qu'on est dans une période charnière là, de 20-30 ans qui va réécrire l'histoire de l'humanité. Donc c'est plutôt que de flipper, c'est extrêmement excitant. On a de la chance. Oui. Selon vous, le mouvement, il va plutôt venir d'abord de la clientèle, d'une demande de la clientèle, ou d'abord, notamment des hôteliers, des grands groupes qui ont... Pour moi, c'est un débat un peu compliqué. Alors, moi, j'appelle ça... j'en parle dans ma conférence en montrant le triangle de l'inaction, où on a les citoyens, les entreprises et l'État. Et chacun se dit, non mais nous, entreprises, il faut qu'on attende que les régulations passent, parce que sinon, on perd un avantage concurrentiel. Les citoyens, ils disent, oh mais c'est pas à nous de toujours tout faire, on a élu des gens, mais ils pensent qu'à eux. Et en fait, tout le monde se rejette la faute, et on n'agit pas. Moi, je pense que ça doit venir de partout, tout le temps, le plus vite possible, sans culpabiliser. Et donc, c'est pas une question, ça ne doit pas être une question, ce que tu viens de poser. Ce que tu dis, Déborah, c'est que la responsabilité est tout à chacun. Et donc, quel que soit notre niveau social ou notre niveau hiérarchique dans l'entreprise, nous avons une voix et nous avons le droit, spécialement dans notre pays, d'exprimer notre point de vue. Et donc, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand je vais dans des entreprises, il y a beaucoup de salariés qui ont envie de faire. Et donc, il y a des possibilités aussi de créer ces mouvements, ce que tu disais tout à l'heure, des petits groupes qui commencent à se former, etc., et qui commencent à générer. Et je crois que c'est important d'utiliser votre voix. Complètement. Je cherche une citation que je voulais vous dire sur le changement. Ah oui. C'est une citation de Margaret Mead, qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. » Donc ça répond à vos deux questions en même temps. Donc peu importe votre niveau hiérarchique dans la boîte, si vous êtes dans une posture où vous vous dites « Ouais, mais moi je suis pas le chef, ça sert à rien que je dise des trucs, ça fera rien changer. » Faux. Si vous vous dites bah, « Moi je suis juste dans un petit hôtel, ça sert à rien que je fasse des trucs. » Faux. Ça marche de partout. Et surtout si vous faites des trucs, et c'est en ça que je prône le leadership, faites-le savoir, communiquez, devenez influent, devenez inspirant pour les autres. Expliquez pourquoi vous faites ça. Et ne laissez pas croire aux gens qui vont comprendre directement votre posture et qui vont voir les engagements que vous faites. Non, il y a urgence à être visible et à montrer une voie qui vous paraît juste. Et si elle est tellement alignée avec la responsabilité collective qu'on a à prendre,
Et si vous êtes passionné dans ce que vous faites, les gens y viendront. Et c'est ça qui fait que ça fourmille et que bam, ça bascule. Et restez ouvert d'esprit. Je veux dire, ne créez pas une confrontation. Soyez dans le partage, dans l'écoute, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Selon vous, pourquoi l'hôtellerie, c'est un secteur qui va influencer le climat de manière positive, ou l'écologie en général? Alors, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai participé à une discussion pour voir comment l'hôtellerie pouvait devenir régénérative. Oui. J'ai pas été convaincue par la discussion. Par contre, il y a un vrai travail de réflexion pour tout secteur. C'est de comment je réduis au maximum mon empreinte environnementale sur les 5 paramètres dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça passe c'est pas forcément le recyclage, au contraire, le recyclage il vient en dernier. C'est quand est-ce que je considère que c'est assez? Qu'est-ce que je fais de moins? Qu'est-ce que je ne fais plus? Exemple, Mustela, la marque de produits pour bébés, qui vient d'arrêter de faire des lingettes jetables parce que ça fait 20% de leur chiffre d'affaires. Et ils disent, on ne veut pas être l'entreprise qui continue de faire des lingettes jetables. Ça n'a pas de sens dans le monde de demain. Et donc, voilà, il y a des choix stratégiques qui doivent être faits dans tous les secteurs pour limiter l'empreinte environnementale. Et si en parallèle de ça, on peut augmenter l'impact positif des actions en contribuant à travers le tourisme, comme tu l'avais créé dans ton labo de recherche aux Maldives, à des actions qui reconnectent les gens à la nature, qui incitent les gens, lorsqu'ils sont en voyage, à mener des actions de conservation ou à vraiment comprendre les enjeux en discutant avec les populations locales, en achetant des produits artisanaux engagés et pas merdiques, excusez-moi le terme, en rencontrant les populations locales sans que ce soit un truc complètement faux. Remettre de l'authenticité, ça sera bon pour tout le monde en fait. Donc je pense que le tourisme, étant donné, moi ce que je ressens quand je suis sur les bateaux, pendant que les gens sont en vacances, ils sont beaucoup plus accessibles pour leur faire passer des messages. Et là, nous, en tant que conférenciers à bord des bateaux ou pilotes de Zodiac, et en plus on a du temps, on a une fenêtre de tir majeure pour leur faire passer des messages forts qui font qu'eux aussi, ils basculent vers le côté pas obscur de la force. Et l'autre truc que je voulais dire aussi, c'était que en plus, quand on leur fait faire des voyages extraordinaires, comme voir l'Antarctique, il se passe quelque chose d'émotionnel tellement fort que ça reste ancré là. Et du coup, si on fait passer des messages, non seulement quand ils sont disponibles, mais qu'en plus, ils sont émotionnellement très ouverts, et j'ai envie de croire, même si je n'ai pas la donnée pour le vérifier, que ça peut faire des changements profonds chez les gens. Ce qui était intéressant aussi tout à l'heure quand tu as posé la question sur la question financière, à Nathalie, qui est hôtelière, elle disait qu'elle, dans sa stratégie, elle mettait l'aspect environnemental et sociétal au même niveau, si ce n'est pas supérieur, que l'aspect économique. Et en faisant ça, elle s'est rendue compte que quand il y a eu des augmentations d'énergie, qu'il y a eu des augmentations de différentes choses, eh bien, elle, parce qu'elle travaillait avec des acteurs locaux et qu'il y avait cette relation, etc., eh bien, l'impact n'était pas aussi important que des acteurs traditionnels. Donc, je pense aussi, c'est comment on réfléchit. Tant qu'on sera dans une logique purement financière, eh bien, on ne va pas faire avancer le schmilblick. Donc, c'est vraiment questionner l'aspect environnemental et l'aspect sociétal. Quand je dis sociétal, il faut savoir quand même que 40% des Français ne partent pas en vacances pour des questions financières. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accessibilité à l'exotisme sous toutes ses formes qu'on peut espérer. Donc on est quand même, soi-disant, un pays considéré développé. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Donc voilà. Et puis ensuite le luxe. Alors, on parle qu'il y a à peu près 1,3 milliard de touristes par an dans le monde qui voyagent. Okay. Et ce sur 1,3 milliard, eh bien, c'est en général des gens qui viennent des classes sociales les plus privilégiées. Mais ils ne font pas un voyage par an. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ce 1,3 milliard dont on parle de touristes dans l'année, est-ce que c'est vraiment 1,3 milliard de personnes différentes ou c'est plusieurs personnes qui ont voyagé plusieurs fois dans l'année? Ce qui voudrait dire que le chiffre descendrait considérablement. On serait peut-être à 500 ou 600 millions. Aujourd'hui, on est 8 milliards.
Donc il y a 600 millions, 700 millions qui portent une responsabilité dans le voyage sur l'ensemble de l'humanité qui est de 8 milliards. Donc il y a des questions aussi d'équité, de ce qui est éthique, au plus profond sens du terme. Et est-ce qu'on peut vivre avec ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire non plus. Donc c'est comment trouver la juste mesure par rapport à soi, parce qu'on a tous des moyens et des besoins différents. Okay, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Par exemple, dans le monde rural, arrêter de prendre la voiture dans la région dans laquelle je suis, c'est pas possible. Parce que les transports publics ne sont pas suffisants pour pouvoir aller à son travail. Donc il y a chaque territoire, chaque environnement a sa singularité et c'est s'adapter à chaque fois par rapport à ça. Mais sans jamais oublier à mettre l'environnement et le sociétal au même niveau que le financier. Et c'est là que je vous dis de ne pas culpabiliser, parce que si par exemple, moi je réfléchis souvent en pentagone avec les 5 enjeux environnementaux dont je vous parlais tout à l'heure, si tu ne peux pas baisser ton empreinte voiture, ok, tu l'acceptes, tu passes à autre chose, tu arrêtes de te morfondre pour ça, et tu essayes de manger moins de viande, tu achètes que des habits seconde main, tu décides de faire un seul voyage en avion par an, ou voire 0 si c'est ok pour toi, et tu diminues des choses sur autre chose. Tu deviens engagé et tu fais passer des messages. Enfin, il y a plein de façons de faire ça autrement que de culpabiliser, qui est pour moi une perte d'énergie nette, comme la peur ou la colère. C'est des émotions de passage qui sont utiles et que vous ressentez peut-être maintenant, et qu'il faut utiliser autrement, dans l'action. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que vous avez été éduqués chacun d'une façon différente, vous avez un contexte familial différent, vous avez une culture propre à vous, vous avez donc des valeurs qui vous ont été transmises, qui sont importantes pour vous et que vous allez peut-être découvrir plus tard quand vous entrez dans la vie active. Et moi, je me base vachement sur toutes ces racines-là maintenant, pour comprendre qu'est-ce que c'est que je veux, quelle est ma touche particulière dans ce que je veux faire quand c'est mon entreprise, ou quand c'est mon entreprise, qu'elle soit à moi ou celle dans laquelle je travaille, quel est mon spectre, mon ADN, et à partir de ces valeurs-là, j'agis et je construis les choses qui me tiennent à cœur. Je ne vais pas aller chercher des choses complètement étrangères à mon ADN. D'autres questions? Est-ce que vous pensez que ce changement peut se faire à l'international? Tu peux préciser ta question? Parce que je sais qu'en France, par exemple, on se pose beaucoup la question de l'empreinte et tout ça, mais par exemple, les États-Unis, j'ai pas l'impression qu'ils se posent la question. Donc, ouais. Est-ce que si la France, elle change, est-ce que ça va impacter les autres pays ou pas? Alors, il y a 2 façons de voir la question. Soit tu reprends dans le triangle de l'inaction et tu te dis ça sert à rien, les autres ils feront pas, les États-Unis c'est ceux qui polluent le plus, ou les pays en Asie ils ont peut-être pas les moyens de se poser les questions aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas encore atteint un certain niveau social qui leur permet de mettre l'environnement en premier. Soit on pense comme ça et c'est réaliste d'une certaine manière, soit on se dit est-ce que ça s'appelle le cercle d'influence. Il y a un cercle de contrôle de ce que tu peux contrôler. Il y a un cercle d'influence de ce que tu peux éventuellement influencer en devenant visible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a un cercle de préoccupation, qui est justement les trucs sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est de rester conscient de ce qui vous préoccupe, mais de développer votre cercle d'influence pour justement pouvoir faire bouger les lignes de ceux qui ne veulent pas bouger. Et de ne pas perdre de l'énergie sur cette loi normale dont je vous parlais, de ne pas focaliser votre attention sur ceux qui veulent pas changer, genre le tonton à Noël là, qui comprend pas le changement climatique, laissez tomber quoi. C'est une perte d'énergie. Concentrez-vous sur pas ceux qui sont déjà sensibles, mais sur ceux qui comprennent qu'il y a un enjeu et qui sont à l'écoute et qui sont aptes à changer. On laisse tomber le tonton bizarre. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et du coup, au sein d'un même hôtel, imaginons, si les personnes tout en haut n'ont pas encore cet esprit-là, comment nous qui sommes souvent plus bas, on peut réussir à donner du sens à quelque chose pour eux qui n'a pas forcément de sens ou qui n'est pas une priorité? Alors, l'idéal, ce serait d'arriver un petit peu, peut-être de faire un groupe d'alliés. C'est-à-dire, vous êtes 5 restaurateurs, vous vous rendez compte qu'il y a
vous avez un engagement similaire pour l'environnement, c'est un truc qui vous tient à cœur et vous avez des idées, vous pouvez faire une sorte de liste de propositions concrètes avec un idéal et peut-être quelques étapes, quelques idées de mise en œuvre que vous proposez. Moi, si j'étais chef d'entreprise, j'aimerais trop qu'on fasse ça. Et après, trouver la meilleure façon de la proposer aux dirigeants ou à l'équipe dirigeante. En gros, si c'est un mec proche de la retraite, pas très ouvert, il va peut-être falloir d'abord trouver un allié dans l'équipe de direction qui va vous appuyer et pour le proposer avec lui. Si c'est un collectif qui est déjà super ouvert, vous pouvez taper à la porte et présenter le truc. Il faut essayer d'être malin, essayer de mâcher le travail intelligemment et de l'apporter avec de l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est des skills qui se développent avec l'expérience aussi, mais pour moi, les soft skills, donc toutes ces compétences, je ne sais pas comment on dit en français, humaines, oui, tout à fait, c'est le mot, ouais. Elles sont beaucoup plus importantes que les compétences dures en fait. Et beaucoup plus importantes dans le monde qui arrive là. Et c'est marrant parce que l'intelligence émotionnelle, c'est pas forcément un sujet qu'on parle à l'école. Hier, malheureusement, j'ai interviewé une dirigeante qui a une entreprise d'agence réceptive au Mexique et qui était partie il y a 8 ans au Mexique et qui a ouvert son entreprise. Et à la période du Covid, ils n'avaient pas les aides que nous avons eues en France et elle s'est battue pour faire le maximum pour ses salariés. Il a fallu qu'elle se sépare de salariés, etc. Et émotionnellement, ça lui a beaucoup pris. Et elle a fait un burn-out. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça a été reçu là-bas. C'est-à-dire que là-bas, dans la culture, la vulnérabilité, exprimer ses émotions avec le respect de l'autre, bien sûr, mais exprimer ses émotions fait partie de la culture locale. Alors que nous, dans notre culture occidentale, cartésien, nous, toi, dirigeant, tu dois être Superman. Tu ne dois pas montrer tes émotions. Okay? Alors que tu prends des coups comme tout le monde. Et que tu vis les choses émotionnellement comme tout le monde. Avant tout, tu es un être humain. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant d'être directeur, manager, serveur ou quoi que ce soit, moi je m'appelle François. Je suis la personne François. Ensuite, à côté de ça, j'ai un métier qui est ceci ou cela. Mais je suis un être humain avec des émotions, des problèmes de vie, comme des choses super que j'amène au travail. Et comment je dois gérer tout ça. Et dans des périodes de crise, eh bien, émotionnellement, c'est très fort. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on a besoin de travailler. C'est l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est l'intelligence spirituelle, qui n'est pas quelque chose de différent, mais qui est quelque chose qui va et qui s'ajoute à ça. C'est qu'est-ce qui nous remue à l'intérieur positivement. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la notion de sens. Et ce que je vous parlais là par rapport à l'ikigai, quoi. C'est pourquoi je me lève le matin. Et c'est marrant, tout à l'heure, il y avait le prof de finance ici à Tunon qui disait à Manon, il disait, tiens, hier, je donne un cours de finance, et puis il y en a un qui me dit, pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui vous donne la banane? Ouais. Mais vous voyez, et ça c'est une question vachement importante, quoi. C'est pourquoi je fais ce que je fais, quoi. Qu'est-ce qui me donne envie? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui m'anime? Et si c'est douloureux, c'est de la souffrance ou quoi que ce soit. Donc je veux dire, il y a tout ça à prendre en compte. Et il y a des peuples, donc le Mexique, il y a des peuples autochtones, ça fait partie de la culture. On m'expliquait hier que c'était une culture de métissage, etc. Mais il y a aussi ces peuples autochtones avec une sagesse. Faut savoir quand même que c'est 3% de la population mondiale, des peuples autochtones. Et ces 3% de la population mondiale vivent avec 80% de la biodiversité. C'est-à-dire que nous, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, le jour où on dit on ferme les magasins, on ne sait pas quoi nous nourrir. Ah, il y a un film super qu'il faut que vous voyez. Triangle of Sadness, en anglais. C'est sur un bateau de croisière qui se scratch. Ah oui? Au Festival de Cannes. Vous n'avez pas le titre en français? Non. Mais on va le noter.
Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben justement, le bateau, il se scratch. Et comme sur tous les bateaux de croisière, tu as les Philippins et les Indonésiens qui travaillent en bas. Et tu as tous les riches touristes qui ne savent pas cultiver une patate. Sans filtre. Sans filtre, merci. Et ben, quand ils se sont échoués sur... je ne veux pas vous spoiler, mais en gros, la hiérarchie s'inverse. L'inversion, ouais. C'est extraordinaire. Ouais, c'est marrant. À voir absolument. Et cette inversion, moi je l'ai vue en Nouvelle-Zélande, tu y étais. Alors quand les colons sont arrivés, ils ont pris possession des terres maoris, dans la montagne, dans la campagne, etc. Et ils ont donné le littoral. Et aujourd'hui, les terres les plus prisées, c'est le littoral. Donc c'est assez intéressant quand même comment les choses s'inversent quand on leur a dit on vous donne le littoral et puis ça ira bien comme ça. Nous on garde les terres les plus riches. Et c'est pareil ici, dans les calanques, tout le monde s'en fichait de littoral dans les calanques avant. C'est pour ça qu'il y avait les pêcheurs, ils ont fait leur cabanon. Et quand on s'est rendu... Parce que la terre, ce qui avait de la valeur, c'était pour cultiver. Et puis petit à petit, ça s'est inversé. Exactement. Une dernière question ou pas? Donc tout change et ça peut même aller très vite. Et pour conclure, étant donné la situation dans laquelle on est là, je pense que les changements, si on y met un maximum de personnes, y mettent du courage et de la bonne volonté, en fait, ça peut aller très très vite. Donc, il n'y a pas de négatif à avoir avec le futur, il n'y a que du positif. Donc là, ces jeunes, ils vont avoir des examens là bientôt. Il y en a certains qui se posent la question, qu'est-ce que je fais après? Si tu pouvais leur donner un conseil. Mais ça, j'ai fait déjà. Ouais. Non, attendez, ils sont paradines. Ah bah attends, il faut que je cherche. Qu'est-ce que tu as fait, toi, qui justement sortait un peu du cadre, où tu t'es remis en question et puis tu as bousculé un peu les... Moi, il y a peut-être deux conseils alors. Donc le premier, c'était ne pas suivre le mouvement. Le deuxième, c'était quoi? Ne pas culpabiliser. Le troisième, ça va être générez-vous vos propres opportunités. C'est-à-dire, il y a le système de base où il faut chercher un stage à ce moment-là, etc. Et il y a tout ce qu'on peut faire en plus. Par exemple, vous inscrire à toutes les newsletters de trucs de tourisme ou des événements où vous pouvez aller rencontrer des gens, dire moi je voudrais ça, moi je voudrais ça. Ça, même si ça ne vous sert pas tout de suite, ça vous servira. Et un quatrième conseil, c'est je ne suis pas sûre que vous ayez une carrière linéaire. Moi, je ne crois pas à votre génération, aux gens qui vont rentrer dans un job et rester toute leur vie là-dedans. Je n'y crois plus. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis que les soft skills sont les plus importantes aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où vous savez vous remettre en question et vous avez la curiosité d'apprendre, vous pouvez réapprendre un nouveau travail et oser faire cette transition professionnelle. Moi, j'en ai fait 2 déjà et je regrette rien. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci Déborah. Avec plaisir, François. Merci à tous les étudiants. Allez, on fait un petit clap de fin. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.